sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. L'émission numéro 18, si je ne m'abuse, traite du harcèlement des employés d'une copropriété. Pour en discuter, je suis en compagnie de Maître Serge Abud, avocat chez LJT. Bonsoir, Maître Abud. Bonsoir. Également, Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Le harcèlement des employés dans une copropriété n'est pas une mince affaire. Il peut être exercé par des administrateurs. Il peut être exercé par des administrateurs, il peut être exercé par des gestionnaires et des copropriétaires. Donc, le harcèlement, on parle de harcèlement ici notamment de type psychologique, harcèlement sexuel et harcèlement qui a trait à la discrimination. Alors, par les temps qui courent, on parle beaucoup de harcèlement, on parle beaucoup de dénonciation, de gens qui dénoncent les harceleurs. L'émission est d'actualité. Alors, le harcèlement, ça peut se passer en copropriété. On ne dit pas évidemment que toutes les copropriétés le font, bien au contraire. Ce sont des cas, j'ose espérer, d'exception, mais ça se peut. C'est une réalité qui est vécue. Alors, dans une chronique mise en ligne par Maître Richard Lecouf, qui est avocat en droit du travail, on dit notamment qu'il y a une chronique que je vous recommande d'aller lire, notamment celle qu'il a écrite qui s'intitule « Harcèlement au travail, encore des obligations pour les syndicats ». Donc, Richard Lecouf, avocat en droit du travail, précise qu'en 2004, le législateur a introduit, pas vrai, excusez-moi, précise qu'il y a un peu plus de 15 ans, donc maintenant ça fait 17 ans parce que la chronique a été écrite en 2018, qu'il y a un peu plus de 17 ans. Il y a 17 ans, Richard Lecouf précise que le législateur a introduit à la loi sur les normes du travail le droit à un environnement de travail exempt de toute forme de harcèlement pour tout employé. Selon lui, cela visait autant le harcèlement psychologique que le harcèlement sexuel ou le harcèlement discriminatoire, c'est-à-dire basé sur un des motifs de discrimination énumérés à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. La loi sur les normes du travail a été mandatée afin de préciser que les trois types de harcèlement sont prohibés. Alors, on pose la question, il y répond, qu'est-ce que le harcèlement psychologique, sexuel ou discriminatoire, notamment toute conduite vexatoire se manifestant par des paroles ou des gestes répétés, hostiles et non désirés, portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique d'un employé et qui rend évidemment le milieu de travail néfaste, toxique. Maître Abud, le harcèlement au travail, ce n'est pas nécessairement une action répétée. Ça peut être une fois, selon l'intensité du harcèlement, eh bien, exact. En fait, il peut y avoir une seule conduite grave. D'ailleurs, c'est ce que prévoit le second alinéa de l'article 81.18 de la loi sur les normes du travail. À ce moment-là, ce sera l'impact prolongé dans le temps de l'acte grave qui viendra, si vous voulez, remplacer le caractère répétitif. Donc, en ce sens, ça devient donc comme inversement proportionnel, si vous voulez. Ouais. On peut avoir plusieurs petits actes répétés dans le temps ou encore un seul acte grave qui, lui, aura un impact qui va se prolonger dans le temps. Ça sera dans un cas comme dans l'autre considéré comme une forme de harcèlement. Et Maître Abud, pourriez-vous nous donner quelques exemples de conduites dites vexatoires là, quand on parle de harcèlement? Écoutez, mon Dieu, je peux vous en citer quelques-uns, par exemple, là, qui ont été relevés par des jurisprudences. Par exemple, le fait de maintenir quelqu'un dans une situation d'infériorité ou d'ostracisme par rapport aux autres employés dans le milieu de travail, le fait pour l'employeur d'abuser de son autorité parce que le statut employé-employeur se détermine non pas par qui paye le salaire ou quoi que ce soit, mais bien par le lien de subordination. Donc, dans ce lien de subordination-là, il peut y avoir des abus de pouvoir, d'autorité, etc. Là. Donc, ça fait que quelqu'un est vraiment
infériorisé par rapport aux autres, son estime de soi s'en trouve gravement atteinte. Évidemment, ce qui est le plus courant, bien sûr, c'est qu'on peut faire des abus de langage, là, des mauvaises blagues, des remarques désobligeantes, des injures, des insultes, des piquets, des colères. Humilier quelqu'un de cette façon-là pourrait être considéré, bien sûr, comme une forme de harcèlement. À plus forte raison, peut-être si, par exemple, l'employé est seul avec l'employeur dans l'exécution de ses fonctions, ben, si l'autre, l'employeur, utilise des menaces et met une pression constante qui n'est pas justifiée par la nature du travail, ça pourra être considéré comme une forme de harcèlement. Un autre exemple, par exemple, qu'on a pu trouver, le fait d'installer une caméra de surveillance directement orientée vers quelqu'un pour l'observer constamment à plein temps durant l'exécution de ses tâches, ça peut être considéré comme une forme de harcèlement psychologique, une conduite vraiment vexatoire. Là, Est-ce que c'est légal d'installer une caméra vidéo pour surveiller un copropriétaire? C'est toujours une question. En fait, c'est deux droits qui se complètent, mais qui, en fait, doivent être pris en considération. C'est ce qu'on appelle le droit de gérance de l'employeur. C'est qu'il ne faut pas que les normes contre le harcèlement ne viennent pas non plus nuire au droit de gérance. Donc, c'est dans le contexte de l'entreprise, pour que l'entreprise fonctionne bien, est-ce que cette installation de caméra-là est justifiée? C'est comme ça que ça se déterminera. Dans le cas que je vous décris, c'était quelqu'un qui s'était spécifiquement dirigé vers cette personne-là. Alors, évidemment. Alors, il faut évaluer la pertinence, autrement dit. C'est ça. Il ne s'agit pas d'un dispositif de sécurité qui surveille, par exemple, dans les locaux de l'entreprise dans leur totalité. Oui, je comprends. Mais vraiment de mettre en place un dispositif spécifiquement pointé vers quelqu'un, précisément pour l'embêter. Oui, je comprends. Je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de condolegal.com. C'est la 18e web radio. Je suis en compagnie de Maître Serge Abud, avocat au cabinet LJT, et de Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Vous pouvez poser vos questions que je relayerai à nos invités et auxquelles ils répondront avec plaisir. J'ai justement une question ici d'une auditrice. Vers qui un employé victime de harcèlement peut-il se tourner pour trouver de l'aide? Maître Abud. Bon, c'est qu'au départ, il faut comprendre que la loi exige de l'employeur, je vais vous lire l'article de loi qui est en fait, dans la loi des normes du travail, il y a deux articles essentiellement, 81.18, 81.19, parce que 81.20 parle plutôt des employés du secteur public, etc., et des employés qui ont des conventions collectives. Alors, 81.19 dit « Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ». Donc, énoncé de principe très clair. L'employeur doit, alors on emploie aussi le mot doit ici, c'est-à-dire que c'est une obligation qui n'est pas optionnelle, à laquelle on ne peut pas dont on ne peut pas se détourner. Ouais. Alors, l'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel, bien sûr. Donc, l'employeur doit mettre en place des mécanismes de prévention. Les employés doivent connaître ces mécanismes-là et ils sont appliqués. Et il faut qu'à ce moment-là, qu'une personne ressource soit nommée à l'interne pour être informée des manifestations de harcèlement et ensuite se met en branle un mécanisme à l'interne dans l'entreprise pour régler la situation. Alors, première étape, si jamais ça ne fonctionne pas, bien sûr, on peut faire appel à ce qui s'appelait autrefois la Commission des normes du travail et qui porte maintenant le nom de Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Alors, il y a une plainte qui peut être déposée là. Et bien sûr, il y a toujours les recours civils en dommages-intérêts. Quelqu'un pourrait aller devant la cour des petites créances, genre, et se faire indemniser. Ça serait une autre possibilité. Autre question, Maître Abud, après je passe à Valérie. Maître Abud, est-ce que
parfois, les administrateurs de copropriété ou les syndicats de propriétaires se sentent à part et se sentent soustraits aux règles de harcèlement parce que on vit en copropriété, on a l'impression que c'est un monde à part et que Ben, c'est qu'en fait, côté employé, généralement, il va y avoir quoi? Un concierge, puis peut-être quelques agents de sécurité. C'est que, disons que, à la rigueur, on pourrait dire que le risque que ça se produise est quand même relativement réduit, mais il n'est pas inexistant, bien sûr. ouais, Alors, ouais. de toute évidence, il vaut mieux prévenir que guérir dans ces situations-là. Valérie Couture, en tant que gestionnaire de copropriété, vous gérez plusieurs syndicats de copropriétaires. Est-ce que, en tant que gestionnaire conseil des administrateurs, vous suggérez fortement ou vous recommandez qu'une politique contre le harcèlement au travail soit mise en place s'il n'y en a pas? Bien, absolument, surtout qu'on a dû conseiller les syndicats au moment où cette loi-là a été modifiée, dans le sens que ça devenait une obligation pour les copropriétés. Et c'est de mettre en place certains mécanismes visant à ce que ces choses-là ne se produisent pas. Et si elles se produisent, comme Maître Aboud a fait référence à la loi, bien, qu'il y ait certains mécanismes qui soient mis en place pour permettre aux gens de se référer et d'être plus en confiance, de faire un certain règlement de la situation qui se produit. Ce qui est important de dire aussi, comme Maître Aboud vient de le dire, en copropriété, souvent, il n'y a pas plusieurs employés, parce qu'on parle de plusieurs employés dans de très gros syndicats de copropriété, mais ce n'est pas la majorité des syndicats, des 25 000 syndicats au Québec. Donc, on a souvent une seule personne. Puis je vous le dis avec toute honnêteté, souvent, dans la très grande majorité, cette personne-là est très bien servie parce qu'elle est très précieuse pour le syndicat de copropriété, mais peut arriver, et ça va dans les deux sens aussi, qu'il y ait des situations qui se produisent, puis qu'on doive conseiller les gens sur une certaine façon d'essayer de régler la situation avant que celle-ci ne dégénère trop loin. Mais c'est jamais évident quand on est le seul employé du syndicat d'aller se plaindre et ça peut être malheureusement dommageable, même s'il y a plein de recours qui sont possibles. On sait très bien que ça peut être complexe pour un seul concierge dans un immeuble de 200 unités ou quoi que ce soit d'aller se plaindre de son conseil d'administration. Ceci étant, le conseil d'administration est élu à chaque année. Des fois, il y a des changements qui se font pour des administrateurs qui ont des compétences, qui ont du respect, tout ça. Des fois, il y a des gens qui peuvent se glisser. Il n'y a pas des fils aux portes pour devenir administrateur. Donc, des fois, ça peut malheureusement amener des gens qui ont des moins bonnes intentions. Valérie, en tant que gestionnaire sur le terrain, avez-vous été appelé à gérer des situations de harcèlement, de quelque nature qu'il soit? Non, parce que ben, le terme harcèlement, c'est un grand terme qui est très pointu, puis que parfois les gens vont utiliser un petit peu trop rapidement. Ce n'est pas. Moi, je suis très franche chez Condo Stratégiste, gérer des situations qui ont dégénéré très gravement. Ça ne m'est pas arrivé et je suis très heureuse de cette situation-là. On a bien d'autres situations qui dégénèrent, donc on n'a pas à s'en situer pour les situations de harcèlement, mais des fois, il faut juste désamorcer parce que les gens peuvent avoir tendance à interpréter une ou deux situations puis dire que c'est du harcèlement et là, on doit le gérer en disant bien, écoutez, ce n'est pas. Puis si ça s'avère comme ça, d'essayer d'apporter des moyens de trouver une façon de régler avant que ça dégénère à la cour et tout. Maître Aboud, une autre question d'une auditrice. Un copropriétaire déclaré comme quérulent. Un quérulent, on sait que c'est un plaideur, on dit en droit, c'est un plaideur vexatoire. Ne cesse de revenir sur le passé et d'envoyer des documents répétitifs aux propos mensongers et même diffamatoires. Est-ce considéré comme du harcèlement? Bien, en fait, si vous dites diffamatoire, bien sûr, on parle ici d'atteinte à la réputation. Et dans ce cas-ci, l'atteinte elle-même peut devenir harcelante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Alors, c'est sûr que toutes ces notions-là finissent par se recouper harcèlement criminel, harcèlement psychologique, sexuel et également, bien sûr, l'atteinte à la réputation. Alors, oui. La question était encore quoi? En fait, la question, c'est est-ce considéré comme du harcèlement le fait de revenir dans le passé tout le temps
et de ramener sur la table ce que je lis, là, des propos mensongers et même diffamatoires, évidemment. Ben, si c'est diffamatoire, à ce moment-là, c'est de voir s'il y a une intention de nuire. À ce moment-là, il pourrait y avoir poursuite en atteinte à la réputation. Même si tout ce qui est dit est vrai, ça ne change rien. S'il y a une intention de nuire, il pourrait y avoir poursuite dans le cas d'atteinte à la réputation. Ici, la notion d'harcèlement psychologique ne serait pas applicable en ce sens qu'on n'a pas de lien employeur-employé, ni lien de subordination. Ça n'a comme rien à voir. Alors, il faudrait voir si, à ce moment-là, la notion de harcèlement au sens criminel du terme pourrait être applicable, en ce sens que est-ce que la personne ou les personnes qui reçoivent ces messages-là craignent pour leur sécurité, en fait. Ce serait ça là, qui serait l'élément là, qui permettrait vraiment de trancher la situation. Dans ce cas-là, il faut saisir évidemment les autorités policières ou encore, si on décide d'opter pour des recours civils, ben, l'injonction devient là, Parce que si j'ai bien compris, Maître Abud, en droit, la diffamation qui fait perdre, si on veut, du lustre à une personne ou qui lui nuit en termes très concrets, là, perte d'emploi, tout ça, c'est condamnable, mais il peut y avoir aussi la diffamation avec l'intention de nuire, c'est bien ça, hein? Voilà. Et faire perdre de la considération ou de l'estime de soi de manière publique, ça serait considéré absolument de la diffamation. Il faut voir à ce moment-là s'il en résulte un dommage ou pas. Alors, je précise à nos auditeurs qu'effectivement, nous avions une émission récemment, une web radio sur les administrateurs qui abusent et les propriétaires harceleurs. Mais là, on revient plus spécifiquement au harcèlement sexuel, discriminatoire et psychologique. Je pense qu'il y avait lieu de faire une deuxième émission parce qu'il y a beaucoup de matière quand même là-dedans. Donc, raison pour laquelle nous revenons avec la thématique, mais une thématique un peu déviée, là. On touche à une autre corde sensible. Il y a forcément des points de recoupement, là, c'est inévitable. C'est clair. Donc, Valérie, vous n'avez jamais vraiment été témoin de harcèlement. En fait, Maître Abud, auparavant, se plaindre d'être harcelé psychologiquement, sexuellement ou sur la discrimination, c'est une chose, mais imagine qu'encore une fois, il faut le prouver, ce harcèlement-là. Effectivement. Alors, bien sûr, les moyens de preuve sont... C'est sûr que si on nous envoie des courriels à répétition de façon ininterrompue et constante, on a évidemment une preuve documentaire qui peut tout à fait servir. Autrement, ça devient une question de témoignage et c'est la Cour qui va apprécier la valeur du témoignage. Qui est-ce que la Cour va croire le plus? Mais il est peut-être important à ce moment-là, si les choses se font verbalement, de bien noter là, toutes les occurrences de ce qu'on considère être le harcèlement. Surtout si c'est un caractère cumulatif. Oui. Je pose une question peut-être un peu audacieuse, mais je la pose quand même. Est-ce qu'un employé qui se sent harcelé pourrait dissimuler un appareil d'enregistrement dans sa poche intérieure pour fournir en tant que preuve devant un juge, par exemple? Bien, à ce moment-là, ce serait à la Cour de décider si l'admission de cette preuve déconsidère l'administration de la justice ou pas. C'est vraiment quelque chose qui se déterminerait là, dans les circonstances. Mais vous dire quelque chose d'intéressant? Oui, si effectivement là, le harcèlement est très intense, continu, je pense que ça pourrait être quelque chose, oui, qu'il faut considérer là, de la part de l'employé. Effectivement. Je vous pose la question, Maître Abud, est-ce qu'une personne, posons-là, c'est très, 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 très basique, là, est-ce qu'une personne peut en enregistrer une autre à son insu? Je ne croirais pas. Il faut que l'autre soit au courant de l'existence de l'enregistrement. C'est pour ça que si jamais on enregistre à l'insu, à ce moment-là, c'est la Cour qui décide si l'admission en preuve de l'enregistrement va ou non déconsidérer l'administration de la justice. Ouais. Valérie, une question, et je vais la relancer aussi à Maître Abud. Trouble voisinage, vous en avez sûrement géré plusieurs. Est-ce que vous avez eu vent ou entendu des gens dire qu'un voisin me harcèle prétextant que je fais du bruit alors que je ne fais pas de bruit? Qui a tort, qui a raison? Comment on gère ça, Valérie? Bien, écoutez, c'est des dossiers dans lesquels on a de façon assez importante parce que, vous savez, la copropriété, c'est une micro-société
Et on a toutes sortes de monde. On a des gens plus tolérants, on a des gens très peu tolérants, etc., etc. Et souvent, les gens, comme je disais tout à l'heure, les gens m'ont tenté de dire, bon, celui-là, il fait du bruit toujours à la même heure, juste pour m'agacer, juste pour me tirailler, tout ça. Et ça fait plus que 4 fois qu'il fait ça, donc c'est du harcèlement et tout ça. Les gens mélangent beaucoup, beaucoup de termes et d'événements ensemble. Ça, c'est pour essayer des fois d'élucider comment le dossier ou la situation se présente. Et par la suite, comme gestionnaire, avec le conseil d'administration, on doit valider un peu l'historique de la situation, jusqu'à quel point le syndicat veut s'engager dans ce type de dossier-là et jusqu'à quel point il doit s'engager parce que légalement, on a déjà fait des web radios avant et on doit, comme syndicat, prendre les mesures nécessaires pour que certaines choses ne se produisent pas ou peu. Donc, c'est sûr que des fois, les gens ont tendance à tartiner beaucoup avec le mot harcèlement et je suis contente parce que Maître Abud amène les vraies choses sur ça parce qu'on ne peut pas traiter tout le monde d'harceleur ou tout événement harcelant. C'est très important de faire la distinction entre une chicane, un désaccord et du harcèlement. Mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes de gens en copropriété et des fois, les conseils d'administration vont recevoir des messages écrits en gros caractères. Ils vont considérer ça comme du harcèlement parce que ça fait 3 fois que le monsieur ou la personne, la madame, écrit la même courriel ou sensiblement pareil. Donc, il y a différentes petites situations qu'on essaye de désamorcer assez rapidement. Oui, j'aimerais mettre un peu de. Vous allez dire quelque chose, mais être victime de harcèlement, c'est une chose, mais si on accuse à quelqu'un à tort de le harceler, ça peut se retourner contre cette personne. Ben, à ce moment-là, il faut que l'accusation soit elle-même, relève elle-même du harcèlement. Oui, Il ne suffit pas d'employer le mot pour que ça en soit nécessairement. Oui, c'est ça. Donc, ça peut se jouer des deux côtés. C'est une arme à double tranchant, si on veut. Voilà. Là, hein? Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est par rapport aux interventions du syndicat, il faut toujours bien sûr que ce soit permis dans la déclaration de copropriété. Là. Si effectivement il y a un conflit de personnalité entre deux copropriétaires, est-ce que le syndicat doit nécessairement intervenir? J'en suis pas nécessairement certain. Là. Oui. Donc, c'est de voir est-ce qu'il y a quelque part, est-ce qu'il est contrevenu quelque part à la déclaration de copropriété. C'est là que ça pourrait jouer par rapport à l'intervention du syndicat. C'est pour ça que par rapport aux questions de bruit, il me semble évident qu'ici, là, on a du trouble de jouissance dans lequel le syndicat peut intervenir. Mais si deux personnes se détestent et s'envoient promener et s'invectivent et tout ça, je vois mal comment le syndicat pourrait intervenir dans ça, à moins que les intérêts de la copropriété ou de la collectivité des copropriétaires puissent s'en trouver affectés. Oui, ils sont en jeu, c'est ça. Une question, Maître Abud, une auditrice nous dit, pour avoir pris la défense d'un copropriétaire qui se disait lésé par le conseil d'administration, le CA lui a par la suite, lui en a fait payer le prix et d'une manière salée. Il faudrait savoir plus spécifiquement qu'est-ce qui s'est passé. Oui, alors voilà, il y avait une forme de boycott exercée contre cette personne, c'est-à-dire lorsque, par exemple, il fallait nettoyer tous les conduits de sécheuse, le CA disait ne nettoyez pas son conduit de sécheuse. Les fenêtres, même chose, ne nettoyez pas ses fenêtres. Alors, elle est copropriétaire, ce n'est pas une employée, mais est-ce qu'elle aurait pu avoir un recours contre le CA? Bien, ça me semble évident dans ce cas-ci, puisque le syndicat néglige de remplir ses obligations envers elle. Alors, on ne peut pas bien sûr faire ça de manière punitive. Là. Ça me semble totalement inadmissible. Et à ce moment-là, voyez-vous, si on transpose des principes qui sont appliqués dans les cas de droit du travail, le fait, par exemple, d'ignorer complètement un employé est considéré comme une forme de harcèlement. Alors, clairement, ici, est-ce que ce serait du harcèlement? On pourrait employer le mot, mais de toute évidence, il y a conduite fautive de toute façon par le simple fait de négliger de remplir ses obligations envers le propriétaire. Oui. Une auditrice nous pose une autre question pertinente parce que c'est vrai que dans une émission, une web radio précédente, la thématique traitait de la réécriture de la déclaration de copropriété. Est-ce que dans la déclaration, Maître Abud, on peut inscrire des clauses qui parlent de harcèlement et qu'est-ce qu'on peut y mettre? C'est un peu difficile en ce sens que le syndicat de copropriété a des objets qui sont spécifiques comme personne morale, tel qu'énuméré à l'article 1039. Est-ce que de régler la bonne entente entre copropriétaires peut être couvert par ça? J'en doute fort, mais
Bien sûr, on peut écrire dans la déclaration que les courriels devraient s'abstenir de harceler le conseil ou tout ça, mais encore faudrait-il que lorsqu'on vient pour faire respecter cette disposition-là, qu'on a des critères qui soient clairs et pertinents là, pour pas qu'on se lance dans l'arbitraire complet et que ce soit simplement, si vous voulez, les sentiments personnels des gens qui deviennent des critères. Je pense que si on mettait une telle disposition dans une déclaration, on risquerait peut-être de se compliquer la vie plus qu'autre chose. Oui, OK, dans le sens que c'est pas évident, c'est pas clair, c'est pas précis. C'est que, voyez-vous, dans les cas de harcèlement qui sont judiciarisés, oui, il y a des critères qui sont appliqués, mais généralement, ça va être du cas par cas. Alors, à ce moment-là, est-ce que le syndicat peut décider d'être juge et partie et de dire, ben, nous, on considère que nos administrateurs sont harcelés, à ce moment-là, on va vous donner une pénalité de 50 $ à chaque fois que vous vous adressez à nous. Ouais, regardez, ça peut aller loin, disons, c'est la proverbiale pente glissante. Ouais. Valérie Couture, le harcèlement peut aussi se manifester par des courriels répétitifs, des courriels offensants. Est-ce que vous en voyez souvent? Est-ce que dans vos copropriétés, ça arrive, ce genre de choses? Effectivement, ça arrive. Écoutez, le courriel et tous les autres moyens de communication maintenant à la disposition de tout le monde peut favoriser des mauvais échanges dans le sens où des gens peuvent penser qu'ils peuvent écrire n'importe quoi. Mais souvent, laisser une trace écrite, c'est encore pire, mais on voit quand même beaucoup de gens écrire des courriels de façon directement au conseil d'administration, de façon de Cavalière? vraiment de méchant et parfois à répétition en demandant toujours la même chose et des choses, des situations particulières. On en voit de plus en plus, je dirais. Nous, comme gestionnaires de copropriété, ça peut être envers nous aussi des fois. C'est sûr qu'on va essayer de toujours aider le conseil d'administration de régler la situation si c'est entre le CA et un copropriétaire. Parfois, ça peut être directement, comme Maître Aboud spécifiait. Il faut toujours qu'il y ait la déclaration de copropriété. Le syndicat a la responsabilité de la faire respecter. Donc, parfois, ça peut commencer par une situation de 2 unités, 2 copropriétaires, et ça dégénère, puis ça devient justement des échanges désagréables, impolis, irrespectueux et peut jusqu'à aller jusqu'au harcèlement. Donc, nous, on va conseiller le syndicat à ce moment-là. Mais c'est sûr que rapidement, si la situation dégénère, on va demander de faire appel à des médiateurs. Comme au bureau de Maître Aboud, ils ont des médiateurs pour s'impliquer et tenter de régler le conflit et la situation le plus rapidement possible. Il n'y a aucun syndicat qui a avantage à laisser détériorer une situation comme celle-là, que ce soit avec ses copropriétaires, avec ses employés, avec qui que ce soit, des fournisseurs ou ces choses-là. Les choses ne doivent pas être laissées quand il y a une possibilité d'exponentielle, que ça devienne très gros. Il ne faut rien laisser au hasard. Valérie, toujours, on sait maintenant que dans plusieurs milieux de travail, le public est avisé que toute forme d'agression verbale, de harcèlement ne sera pas tolérée. Est-ce que vous suggérez à vos syndicats d'en aviser les copropriétaires lorsqu'ils s'adressent à eux, de sorte que les échanges soient polis, courtois et respectueux? Tout à fait, absolument. Je pense que c'est une chose importante. Et de toute façon, on voit ça partout dans plein d'endroits publics. Si on pense à la régie du logement, dans les tribunaux, etc., on dit toujours, on va voir une affiche que les gens devront être respectueux, etc., etc. Bien, comme j'ai dit tantôt, la micro-société, qui est un syndicat de copropriété, bien, il faut le préciser aussi pour continuer d'éduquer les gens dans le sens que tout est possible d'être parlé, discuté, mais avec le respect. La même chose avec un employé du syndicat. Règle générale, ces employés-là sont très appréciés des copropriétaires, travaillent pour la collectivité, tout ça. Malgré que des fois, on a des gens qui sont l'employé qui peuvent être plus difficiles et on a des copropriétaires qui peuvent être très difficiles envers les gens du syndicat. Puis des fois, je trouve que les gens maintenant se laissent emporter aussi assez rapidement. Donc, Oui. ça peut être une situation particulière qui va faire que la personne va exploser, mais c'est pas toujours très, très gentil ou très beau à voir. Oui,
petit détail que je voulais apporter aussi, entre autres, quand ce qui est de la question des courriels, généralement, ça dégénère lorsqu'on le syndicat décide de ne pas répondre ou de laisser aller. Alors, une attitude, à mon sens, qu'il faut toujours éviter, c'est de vraiment personnaliser les rapports avec les gens qui peuvent être dérangeants. En ce sens que autant le gestionnaire que l'administrateur, à mon sens, devrait considérer qu'il agit comme mandataire du syndicat et à ce moment-là, qu'il remplit une fonction. Et combien de fois j'ai vu, ah, lui, c'est un fou, c'est un fatigant, c'est comme si on a décidé qu'on l'ignorait puis qu'on n'y répondait plus. Ouais. Bien là, exactement, là, on a jeté de l'huile sur le feu de la pire façon. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que de dire, ouais, voici comment dois-je agir, prudence et diligence comme administrateur. C'est ce qu'il faut faire. J'ignore qui est la personne et pourquoi elle me dérange. Et à ce moment-là, on s'arme soi-même, d'autant mieux s'il doit y avoir judiciarisation par la suite. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement et vraiment agir avec professionnalisme, c'est le cas de le dire. Maître Abud, le harcèlement, ça peut être entre les lignes, ça peut être insidieux. Ça peut être genre, je vous harcèle, mais je ne vous le dis pas. Par exemple, dans le ton. Un copropriétaire qui s'adresse aux administrateurs ou l'inverse, avec un ton condescendant, un ton autoritaire, une attitude déplaisante, ça peut être une forme de harcèlement, ça aussi. Ça peut être une forme de harcèlement, mais là encore faut-il, à ce moment-là, si, mettons, un recours est exercé dans un milieu de travail, par exemple, la question va être de savoir, oui, on va partir de la subjectivité de l'employé, dans ce cas-ci, peu importe la personne concernée, et on va dire, oui, on se considère harcelé, mais éventuellement, il faut avoir un critère qui est celui de la personne raisonnable. Est-ce que toute personne raisonnable mise dans une situation comme ça considérait que c'était un harcèlement? Alors, à ce moment-là, il risquerait que, même si on a pu justifier qu'une plainte soit déposée, est-ce qu'elle se rendrait bien loin en vertu de ce que croirait une personne raisonnable dans les circonstances? C'est loin d'être garanti, là. Oui. Commentaire d'une auditrice, on demande beaucoup au CA afin qu'il agisse avec diligence et quand le jour où l'on obligera les acheteurs à suivre une séance d'information sur ce que représente l'achat d'un condo, dont la question du harcèlement. Beaucoup de gens se sentent propriétaires à 100% quand ça les arrange. Les locataires, quand vient le temps de s'impliquer, de s'engager, ce sont des personnes qui souvent font fi des règles. C'est désolant. Question, je la pose, elle vient d'apparaître. Je crois que ce n'est pas nécessairement hors d'ordre. À Mme Valérie Couture, en tant que gestionnaire de copropriété, que fait le gestionnaire de copropriété quand il y a un CA déjà existant? Que celui-ci, oui, voilà, c'est une question hors contexte, mais on va quand même y répondre. Est-ce que celui-ci gère la copropriété? La réponse est non. Vous êtes l'exécutant des administrateurs, mais je vous laisse expliquer davantage. Effectivement, le syndicat de copropriété doit avoir un conseil d'administration qui, celui-ci, prend les décisions concernant toute la copropriété, autant financière que dans l'entretien du bâtiment, etc. Le gestionnaire récupère des tâches pour alléger la fonction des administrateurs, que ce soit des petites copropriétés ou des grandes copropriétés, dans les trois sphères, que ce soit administratif, donc répondre aux copropriétaires et tout ça, la comptabilité, tenir la comptabilité complète du syndicat et selon les règles de l'art. Du côté du bâtiment, bien, voir au respect des études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien, assurer les renouvellements de contrats et tout ça. Mais c'est sûr que c'est des questions qui nous sont posées souvent quand les gens ne veulent plus administrer. Est-ce que vous pouvez remplacer nos administrateurs? La réponse est non. On travaille avec la collaboration des administrateurs. On peut exécuter plusieurs tâches, mais un syndicat de copropriété a besoin d'un conseil d'administration ayant le quorum pour siéger. Donc, l'idéal avoir un seul administrateur, ce n'est pas du tout la bonne chose. Malheureusement, ces temps-ci, ça nous arrive d'être confrontés à ça parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont disponibles ou ont le goût de s'investir parce que c'est un très gros travail et une très grande responsabilité. Oui, et je vous dirais que le gestionnaire de copropriété pour un administrateur, un bon gestionnaire de copropriété comme Valérie, Merci! Voilà, je le dis parce que je le pense, parce que c'est vrai. Peut-être un intermédiaire judicieux entre l'administrateur et un copropriétaire, et ça peut détendre l'administrateur et
parce que l'administrateur délègue le gestionnaire pour accomplir une tâche ou une autre. Par exemple, peut être aussi simple que la perception des frais de condo ou de faire assurer le respect d'un règlement de l'immeuble ou autre. Alors, le fait d'avoir un gestionnaire crée une certaine distance, on ne peut pas dire une déconnexion, mais une distance saine qui fait en sorte que tout le monde pourrait ne s'en porter que mieux. Tout à fait. Et quand vous faites référence à ça, dans le terme qui nous concerne ce soir, quand il y a des situations difficiles, quand on a juste des administrateurs qui sont dans la copropriété, ça devient un autre enjeu aussi. Tandis que quand il y a une personne de l'externe, pour les copropriétaires, c'est plus simple s'ils ont une demande à faire qui sont moins à l'aise de le faire à des voisins qui vont débarrer leur porte une à côté de l'autre ou des choses comme ça. Et juste encore avant l'émission, je terminais un conseil d'administration et je disais à mes administrateurs, parce que les gens travaillent très fort. Dans les grands syndicats, les moyens syndicats, même les petits, parce que souvent, ils ne sont même pas tout à fait trois pour réaliser les tâches. Mais les gens travaillent très fort et en prennent énormément sur leurs épaules. Et quand ils arrivent pour demander à une firme de gestion de prendre de l'aide, c'est qu'ils sont rendus au bout du rouleau souvent. Oui, moi, oui, je c'est dis ça. pas à mes administrateurs, arrêtez de tout faire, puis il faut que la collectivité comprenne qu'un administrateur est là pour la prise de décision, etc. Et nous, comme gestionnaires, on doit exécuter les commandes. Mais les gens s'investissent énormément et après, là, ils abandonnent puis ils disent je ne suis plus capable, je suis fatigué. Voilà. C'est très exigeant. C'est triste et dommageable. C'est triste et dommage, mais Oui. cette finalité n'est pas souhaitable, mais elle se produit malheureusement. Si je reviens au harcèlement, Maître Abud, oui? Juste pour compléter, vous parliez tantôt justement Madame Couture parlait des moments où il n'y a plus de conseils, genre où les gens délaissent. Est-ce que le gestionnaire peut prendre la place? Non, bien sûr. Mais les gens doivent savoir qu'il existe des recours judiciaires dans ce cas-là. Avec les articles 341 et 1086.3 du Code civil, je peux en faire rapidement la lecture. Oui. 341 dit si en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains administrateurs, le Conseil ne peut plus agir selon la règle de la majorité ou selon une autre proportion prévue. Les autres administrateurs peuvent agir seuls pour les actes conservatoires. Ils peuvent agir seuls pour des actes qui demandent célérité s'ils y sont autorisés par le tribunal. Le deuxième alinéa va dire lorsque la situation persiste et que l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, donc ce qui peut inclure tout à fait un copropriétaire, dispenser les administrateurs d'agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, accorder une voix prépondérante à l'un d'entre eux et ou rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée suivant les circonstances. L'article 1086.3, qui est nouveau, qui vient compléter celui-là, dit, outre les règles prévues à l'article 341, si les administrateurs ne peuvent, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains d'entre eux, agir à la majorité ou selon la proportion prévue, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur ou d'un copropriétaire, rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances. Ouais. Donc, les gens ne sont pas complètement pris au dépourvu. Là. Mais évidemment, l'idéal est toujours de convoquer une assemblée extraordinaire et d'élire soit de destituer le conseil qui ne ferait pas son travail et de le remplacer par un autre. Ouais. Maître Abud, il y a une autre forme de harcèlement en copropriété. Là. Ça a fait l'objet d'une actualité sur condoréal.com. Un groupe de copropriétaires qui a carrément mené une campagne de salissage en pointant du doigt une personne, en la nommant partout, en la placardant sur les ascenseurs, en laissant des messages à sa porte. Ça existe, ça aussi. Il y a déjà eu une jurisprudence qui disait qu'une cabale en tant que telle est un moyen légitime de faire valoir ses droits. Alors, quand ça ne l'est plus, bien sûr, c'est lorsque ça devient fautif, c'est-à-dire que ça cause un dommage. Donc, le fait qu'on soit en groupe ici ne change rien. C'est est-ce qu'on a une conduite préjudiciable par rapport à la personne qui est visée? Le débat là, se concentre avant tout là-dessus. Là. Ouais. Le fait de procéder en groupe est un détail plutôt secondaire. En fait, c'est de savoir est-ce qu'on peut attribuer à qui on peut attribuer la faute spécifiquement. Et généralement, le Code civil dit que si une faute est commise par plusieurs personnes et qu'on ne peut pas attribuer une proportion précise à quelqu'un, la responsabilité est solidaire. C'est-à-dire qu'on peut réclamer la totalité à une seule des personnes. Je comprends. Alors là, mesdames, messieurs, je réalise que je blanchis à vue d'œil. J'ai un problème d'éclairage.
la réalité est tout autre. Voilà. Il faudra faire l'ajustement éventuellement, je m'en excuse. Je vais essayer de rester là jusqu'à la fin. Si je me dissous éventuellement, ben, les invités prendront la relève. Donc, le harcèlement, maître Abud, peut se traduire par la diffamation. Hein. La diffamation, c'est une forme de harcèlement aussi, d'une certaine manière. On vient de donner l'exemple de gens qui... En fait, les critères d'évaluation ne sont pas les mêmes. Alors, si une diffamation pourrait devenir harcelante si elle devient répétitive, bien sûr, et si plus que le harcèlement peut se traduire par l'emploi d'un langage abusif, ça serait dans ce cas-ci, à ce niveau-là, qu'on pourrait opérer un recoupement. Ouais. Une autre question, après je passe à Valérie. J'ai déjà posé la question, mais advenant qu'une copropriété n'est plus l'administrateur, les gens trop âgés, manquent de compétences, ne parlent pas la langue française. Je ne vous entends plus. Là. Vous ne m'entendez plus? Et là, vous m'entendez? Maintenant, oui. OK. Alors, je reprends la question. Advenant qu'une copropriété n'est plus l'administrateur, les gens sont trop âgés, ne sont pas aptes à administrer parce que méconnaissance du rôle d'administrateur, ou ne parlent pas la langue parlée dans la copropriété. Qu'arrive-t-il? Parce que si une copropriété est aux prises avec du harcèlement, vous pouvez imaginer que tout le monde débarque, tout le monde s'en va. Personne ne veut comment dirais-je, personne ne veut prendre en charge la chose. On s'en lave les mains. Qu'arrive-t-il en pareil cas? Bon, il faut dire dans un premier temps que de plus en plus, les déclarations disent que ce n'est pas obligatoire d'être copropriétaire pour être administrateur. Donc, on pourrait, à la rigueur, trouver des gens de l'extérieur, les élire et les rémunérer pour qu'ils forment un conseil d'administration. Si on n'y arrive pas, il reste encore la possibilité de recourir à la Cour pour lui demander de nommer des administrateurs. Je n'ai pas de connaissance que ce soit arrivé, là, mais c'est tout à fait prévu par la loi. Oui, donc il y a comme une forme de tutelle qui peut être prise par le tribunal. Est-ce que c'est un peu ça? Ou... Est-ce que c'est une tutelle? Non, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le tribunal lui-même qui administre, c'est le tribunal qui nomme les administrateurs. Oui, OK. Alors, c'est prévu au deuxième alinéa de l'article 1084 du Code civil. OK. Alors, ceux qui s'intéressent, vous pourrez aller voir l'article. Valérie, en pré-entrevue, vous me disiez que certains copropriétaires sont très susceptibles, dès qu'on leur demande, par exemple, de payer une amende, parce qu'ils n'ont pas respecté un règlement d'immeuble, par exemple, qu'on leur impose l'amende prévue à une clause pénale, peut se sentir harcelé. Tout à fait. Bien, écoutez, dans plusieurs situations, les gens, vous savez que rester en copropriété, il faut comprendre exactement ce que c'est. Alors, c'est une habitation collectivement que les gens détiennent, mais il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils sont en copropriété et ils ont le rôle de locataire de temps en temps et quand ça va bien, de copropriétaire. Mais pour une grande copropriété, je donne par exemple quelqu'un qui se fait envoyer une amende parce que sa voiture a coulé dans le stationnement. Je donne ça comme exemple parce que ça arrive souvent. Là, les gens, on leur demande, ils ne répondent pas, ils disent « je vais le faire demain », on retourne une deuxième avis en disant « ça va être la dernière fois », sans quoi on va appliquer les règlements, tout ça. Puis là, les gens finissent par dire « cessez de me harceler, je le ferai quand bon me semblera » et des choses comme ça. Ça ne peut pas fonctionner dans ce sens-là. Et les gens ne peuvent pas non plus dire qu'on les harcèle quand il y a une situation qui est en lien avec la déclaration de copropriété, ces choses-là. Le Conseil, malheureusement, a l'odieux de toujours être obligé de faire... On n'envoie pas de lettre aux gens pour dire hey, « vous êtes un super bon copropriétaire, continuez comme ça ». On envoie des écrits quand ça ne va pas bien. On appelle un avocat quand ça ne va pas bien parce qu'on n'est plus capable de s'entendre. Il y a plein de situations comme ça, mais c'est jamais simple de faire respecter. Et souvent, les gens, je trouve qu'ils ont ces temps-ci, ont la patience très courte dans ce sens-là pour dire et mettre le mot harcèlement et tout ça. Et c'est pour ça aussi que dans l'imposition de pénalités, justement, il faut vraiment établir une procédure extrêmement claire et précise qui fait en sorte que le copropriétaire ne peut plus accuser le conseil d'administration d'arbitraire ou d'avoir une attitude spécifiquement tournée vers lui, lorsqu'on peut objectivement démontrer l'existence de la faute et que la pénalité doit être payée, parce qu'une pénalité, en fait, c'est ce qu'on appelle en droit des dommages liquidés, c'est-à-dire qu'on décide d'avance quel dommage on
ont subi et quel dommage doit être payé en raison de la commission de la faute, bien, à ce moment-là, si on peut démontrer objectivement que la faute a été commise et que la personne a reçu les avertissements nécessaires de la façon dont il devait être donné, sa contestation ne peut plus aller très loin après. Oui, ouais, effectivement. Valérie, puis après, je repose la question à Maître Abud. Le harcèlement, c'est une chose, mais parfois, on l'a déjà dit dans d'autres web radios, on s'imagine une personne hostile à notre égard, alors qu'en fait, tout peut se désamorcer par une approche plus conciliante ou une recherche de la communication, n'est-ce pas? Absolument. Ça nous arrive à l'occasion. Quand tantôt, Maître Aboud disait il faut attendre, le gestionnaire répond aux copropriétaires, etc. Moi, je considère que quand il y a 2, 3 échanges qui ont lieu et que ce n'est plus approprié, au lieu de ne pas répondre, comme le donnait comme exemple Maître Aboud tantôt, je spécifie au client, je lui dis, je crois qu'on devrait se rencontrer pour faire une petite mise au point, que ce soit avec le CA ou simplement avec le gestionnaire. Et à tous les fois où j'ai eu à faire ce genre d'intervention-là, c'était une dynamique complètement différente que ce qui était écrit donc par le courriel. Donc, c'est sûr que parfois, il y a des gens qui écrivent des choses et le fait d'être seul devant un écran peut peut-être nous rendre plus courageux, mais dans toutes les situations que j'ai eues, on a réussi à discuter, peu importe quelle était la situation, et en arriver en disant de façon cordiale que la meilleure façon, c'est peut-être d'agir de telle façon, de prévenir telle problématique en faisant tel rôle ou ces choses-là. Donc, je pense que de temps en temps, il faut délaisser les moyens de communication électronique et de revenir À soit la au bon. base. Revenir à la base. Exactement, tout à fait, à la base. Je rappelle aux auditeurs que la thématique traite du harcèlement des employés dans une copropriété. Et là, on a débordé parce que ça peut être du harcèlement de copropriétaire, ça peut être du harcèlement d'un copropriétaire à un employé. C'est important de préciser que les questions doivent porter sur la thématique. On voudrait répondre à toutes les questions avec un immense plaisir, mais on ne peut pas. On doit se cantonner et se restreindre aux questions qui ont trait à la thématique. Vous nous en excuserez. Euh, euh, Maître Abud, la médiation. Oui. Parce que là, c'est vrai qu'on a dérivé, on est parti du harcèlement psychologique, sexuel et discriminatoire à l'égard de l'employé d'une copropriété pour revenir au harcèlement en copropriétaire, entre administrateur et copropriétaire et vice-versa, gestionnaire, copropriétaire, administrateur, gestionnaire, et bon, les combinaisons sont multiples. Mais est-ce qu'un employé qui se sent harcelé et qui fait la preuve du harcèlement, au lieu d'aller au tribunal, est-ce qu'il peut demander une médiation? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie d'aller au tribunal, même s'il se sent harcelé. Il y a des caractéristiques. Généralement, si la personne dépose une plainte à la commission des normes, la commission des normes va payer l'avocat pour le salarié. Est-ce qu'il y aura une procédure, un processus de médiation? Sans doute que ce sera tenté, oui, avant que la chose se déplace devant le tribunal. Là. Tout à fait. Je ne vois pas d'empêchement à ça. Là. Parce que, évidemment, il faut comprendre que, oui, les personnes ont droit à un environnement de travail sain, ont droit sont en plein droit de ne pas être harcelés, mais oui. Dans la réalité, on sait là, que dans la réalité, c'est autre chose que la théorie. Parfois, le harcèlement est très insidieux et difficile à démontrer. Il se vit d'une manière systémique et ce n'est pas toujours évident. Et l'employé se dit, est-ce qu'il y a un autre moyen que de porter plainte? Parce que là, les employés ne sont pas fous. Même s'ils ont des droits, ils savent très bien que pas se faire congédier à cause de ça, pour une raison ou pour une autre. Bon, dans la réalité, c'est un peu ça. La loi des normes du travail interdit clairement de congédier quelqu'un pour avoir exercé un droit prévu dans la loi. L'employeur se tirerait définitivement dans le pied. Là, oui, alors donc, une personne qui se plaint de harcèlement envers un employeur, l'employeur ne pourrait pas la congédier parce qu'il serait pris en défaut automatiquement, c'est clair? Voilà, oui, oui. Okay. Et de toute façon, il doit avoir à l'interne un processus de règlement de la situation. Oui. Alors, si ça doit se déplacer devant la commission des normes et les tribunaux, il est évident qu'il n'a pas rempli ses obligations déjà au départ.
ou que les moyens qu'il a mis en place sont insuffisants pour régler la situation. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas mis en vigueur ces nouvelles dispositions-là pour inonder les tribunaux de plainte. Donc, on veut régler le problème, mais on veut que ça se fasse à l'interne aussi. Oui, effectivement. Alors, Ouais. alors, si on va devant la Commission des normes ou la Commission des droits de la personne, je crois qu'il n'est absolument pas exclu qu'une médiation soit possible avant de se diriger vers le procès, puisque, comme vous le savez, le nouveau Code de procédure, depuis le 1er janvier 2016, notre législateur nous incite de manière tout à fait claire et catégorique à opter pour ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits, donc médiation, arbitrage, et que le recours aux tribunaux soit en soi un dernier recours. Oui, donc, voilà. Parce que, on l'a entendu souvent, bon, aller en procès, c'est une chose, mais on ne sait pas quand ça se termine et comment ça se termine. Hein, il y a toujours voilà. ce point d'interrogation, cette épée de Damoclès. Valérie, vous voulez dire quelque chose? Oui, je peux me permettre d'ajouter. Ce qui rend aussi, peut-être Maître Aboud pourra confirmer ou se dire en désaccord, mais ce qui est très délicat dans la copropriété, c'est que l'employé du syndicat ou les employés du syndicat changent possiblement annuellement de conseil d'administration. Peut-être certaines personnes restent et tout ça. Donc, des situations de harcèlement, ça peut être assez complexe pour un employé d'aller se dire je vais aller jusqu'au bout parce que le facteur temps joue, ça ne se monte pas un dossier en criant ciseaux et on peut se dire ben, peut-être que je vais continuer puis je vais attendre peut-être que le conseil va changer, peut-être que je vais être plus chanceux, puis etc., etc. Ouais. La situation du syndicat de copropriété dans le cas où il y a un ou deux employés, c'est très complexe et ça pourrait même demander à des gens d'être un peu trop patients s'il arrive des situations importantes, qu'on pourrait dire graves, de dire ah ben peut-être que dans 6 mois, à l'élection des nouveaux administrateurs, j'aurai peut-être la chance que monsieur ou madame un tel ne soit plus sur le conseil, des choses comme ça. Donc, c'est très particulier comme domaine. Moi, je suis propriétaire de mon entreprise, mes employés ont accès à ces choses-là, mais en tout cas, il y a moins de danger que je quitte l'année prochaine à chaque année. Là. Donc, le conseil d'administration, c'est particulier. On risque de changer d'employeur, pas par son nom, mais par ses représentants. C'est difficile, ça. Ouais. Valérie, je sors du cadre là, de la thématique pour compléter une autre question posée par l'internaute qui parle de gestionnaire de copropriété. Elle demande en fait, je crois que vous devriez lui donner vos coordonnées maintenant parce que je crois qu'elle s'intéresse aux gestionnaires et je pense que vous pourriez lui être d'une grande utilité. Alors, comment elle peut vous joindre, cette auditrice? À quelle adresse? Elle peut nous joindre par notre site Internet sur condostrategist.ca. Oui. Il y a le numéro général et notre collègue Joanne se fera un plaisir de la diriger vers moi. Il y a aussi le courriel info@condostrategist.ca où elle pourra directement diriger un courriel à mon attention, Valérie, qui va m'être transféré par Joanne chez nous. Oui, alors ici, si je vais sur le site, on va aller sur Condo Stratégiste et la dame en question pourra consulter qui de droit. Alors ici, Condo Stratégiste, gestionnaire de copropriété et gestion. Donc, en vous rendant à cette adresse, condostratégie.ca, vous aurez réponse à toutes vos questions. Voilà. Exact. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir de lui répondre. J'ai déjà fait le même scénario avec d'autres qui ont écouté la web radio. Voilà, bon, ben c'est extraordinaire. Alors, on a parlé de médiation, Maître Abud, mais on peut se rendre à l'arbitrage aussi. Là. Puis l'arbitrage, corrigez-moi si je me trompe, c'est une forme d'audition au tribunal sans en être une parce que la décision rendue est sans appel. L'arbitrage, oui. L'arbitrage, c'est comme un tribunal privé, finalement, qu'on engage et qu'on paye. Là. Alors, non seulement on paye son avocat, mais on paye les frais d'arbitrage aussi. Alors, pour procéder par arbitrage, il faut voir, premièrement, s'il existe ce qu'on appelle une clause compromissoire dans la déclaration de copropriété qui oblige à l'arbitrage. Mais si c'est avec un employé, là, évidemment, ça devient une question. Est-ce que ce sont les parties elles-mêmes qui choisissent d'aller devant un arbitre? Oui. Donc, ce n'est plus la même démarche. Là. Et quand vous dites sans appel, il y a quand même le mécanisme de révision judiciaire qui existe.
si jamais l'arbitre rend une décision qu'on considère manifestement déraisonnable, par exemple, qui tire une conclusion qui ne peut pas être logiquement tirée de la preuve qui a été administrée devant lui, on peut à ce moment-là se demander à la Cour supérieure d'intervenir. Voilà, donc, c'est un peu comme une forme d'appel, c'est un peu ça, un peu? Ben, c'est que l'appel va être surtout, par exemple, sur une question d'erreur de droit ou des choses comme ça. Alors ici, on a la barre est généralement plus élevée que dans le cas d'un appel. OK. Maître Abud, une auditrice se demande, bon, évidemment, oui, j'imagine, je réponds à la question, vous me corrigez si je me trompe, les cas de harcèlement, ça peut aussi se manifester à l'égard des fournisseurs contractuels, là. Le paysagiste, le déneigement, hein, Valérie, oui. Ben, Genre, vous voulez dire de la part de qui, oui. de la part de qui, là? Comment? De la part de qui? Ah, c'est de la part d'un copropriétaire, par exemple, qui pourrait aller voir le déneigeur pour dire, donner des directives ou. Ben, c'est que dans ce cas-ci, le déneigeur devrait lui expliquer qu'il n'y a pas de lien contractuel avec le copropriétaire. Oui, voilà. Son lien est avec le syndicat, personne morale indépendante de ses membres. Oui, voilà, effectivement. Sans être impoli, le déneigeur pourrait lui dire qu'il. Mais le déneigeur n'a pas toujours ce réflexe, hein? Oui, je pense pas que la notion de harcèlement, de prime abord, serait applicable ici. C'est sûr que la conduite de quelqu'un pourrait devenir une forme de harcèlement. Et à ce moment-là, il faudrait appliquer les remèdes existants. Mais au départ, le copropriétaire n'a pas à s'immiscer dans l'exécution des obligations des fournisseurs du syndicat.